passé un très bon moment. Voilà, eh bien merci d'être venu pour cette dernière conférence. Je ne vais pas me présenter moi-même, mais je vais donc commencer tout de suite. Donc cette conférence consacrée à Equitra me paraissait nécessaire. Quand nous avons réfléchi avec plusieurs personnes au thème du cycle de conférences de cette année, 2016, et qu'on souhaitait consacrer aux revues en Picard, eh bien, nous avons fait le tour de ces revues. Il y en a certaines qui sont encore actives aujourd'hui. Il y a Schlancheron qui est toujours actif. La dernière conférence était au Champicot avec Jean-Marie Braillon. Jean-Marie Braillon, la revue n'existe plus sous forme papier, mais elle est toujours active sur Internet, elle est toujours publiée régulièrement, mais peut-être plus régulièrement encore qu'auparavant, puisque maintenant il y a la possibilité de faire des numéros spéciaux un peu quand on veut. Il y a les revues qui sont disparues, je pense à l'invention de la Picardie, la revue de chez Gise, à Bove, qui a disparu, qui s'est arrêtée au bout de pas mal de numéros, mais enfin qui a quand même fini par s'arrêter. Et moi, il me paraissait quand même difficile de ne pas parler d'une autre revue qui a quand même joué un rôle très important, vraiment j'insiste, très important dans la reconnaissance, dans la prise de conscience plutôt, de la Picardie et de la non-Picarde, c'est Equitra. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de fondateurs vivants d'Equitra. On a encore des membres d'Equitra qui sont là. Monsieur Bloquet qui nous fait la joie d'être parmi nous ce soir. Vous avez adhéré à quelle année, Monsieur Bloquet? Vous vous en rappelez? L'année suivant sa création. Donc en 67, 68, ça a été créé en 66. Moi, c'était en 67. 69. Non, c'est en 67. Voilà. Aujourd'hui, des fondateurs sont décédés. Et on n'a plus... Ça a été fondé par Debris, oui. René Debris, René Godefroy, René Vaillant, Madame de... Marie-Louise Errand. Marie-Louise Errand. Pierre Garnier. Pierre Garnier. Non. Je vous montrerai, monsieur. Ah oui. Elle était là dès le départ. Je vous montrerai. J'ai un document qui m'a été confié par la fille de Pierre Garnier, qui est le compte-rendu des premières réunions d'Equitra, écrit de la main du père de Pierre Garnier, de André Garnier, qui était secrétaire de séance. Et alors, dedans, on a toutes les personnes présentes. Pour la linguistique, c'est surtout René Debris qui a appuyé là-dessus, puisqu'il a fait sa thèse rien que sur le Picard. Il n'y avait pas que ça. Mais je vais en parler, tout ça. Je vais en parler. Comptez sur moi pour parler de René Debris. Alors, je ne ferai pas la biographie des personnes, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, des conférences ont déjà été faites sur René Debris, déjà été faites sur Pierre Garnier. Sur Bernard Bouquillon, je n'ai pas de... Par contre, je n'ai personne pour en parler. Voilà, mais moi, je n'ai pas de témoin direct. Monsieur Bloquet, je vous interrogerai au sujet de Bernard Bouquillon, puisque c'est un trio Equitra. C'est Debris, Garnier et Bouquillon, qui était un ami de Pierre Garnier et de René Debris. Il était rédacteur en chef au Courrier voilà, Picard, ce qui explique... et malheureusement disparu en fondant sa pelouse à fond. Ce qui explique aussi le nombre d'articles du Courrier Picard sur Equitra, qui a été fortement soutenu par le Courrier Picard. Il a fait, j'ai été soufflé, je lui ai passé le bouquin que je vous ai passé, là, qui fait quand même 400 pages. Dans les 4 jours, il y avait une critique dans le journal qui était dithyrambique, que je dirais pour ma part, c'est pas vrai. Publié chez Equitra. Je lui ai dit, mais comment vous avez fait? Il m'a dit, je dors pas la nuit. En 4 jours, il avait bouffé le bouquin. Voilà, donc Equitra me paraissait incontournable, vraiment une revue dont il me semble qu'il faut célébrer la mémoire. En plus, Equitra, eh ben, ça fait quasiment jour pour jour 50 ans que l'association a été créée. Puisque l'association a été créée, je vous donnerai la date dans la conférence, mais en octobre 66. Vous voyez, donc on est à très peu de choses près, à 50 ans de l'anniversaire de la création d'Equitra ces jours-ci. Donc, je vais aborder la chose peut-être pas d'une manière chronologique, mais peut-être d'une manière un peu inattendue pour vous. D'abord, Equitra, pour moi, ça m'inspire la notion de renaissance de la culture picarde. Et quand on parle de culture picarde et qu'on parle en général de culture régionale,
vraiment d'usage aujourd'hui de mettre en relation toujours une phase de déclin qu'on vit. Aujourd'hui, on a tendance à dire que la culture picarde ne va pas bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps. Avec une phase de résurrection qui est toujours récente et qui est souvent fantasmée. Je prends par exemple la résurrection du breton. Aujourd'hui, on dit qu'on assiste à une résurrection du breton. C'est pas forcément vrai, le breton ne va pas bien, le breton est une langue qui disparaît. Mais, dans l'esprit des gens, on a assisté dans les années 70, avec Alain Stivell, avec Trian, avec les écoles d'Iwan, à une résurrection du breton. Et aujourd'hui, quand vous allez en Bretagne, il y a des déploiements en breton partout. Alors, cette résurrection, elle tient souvent à quelques personnages. Je vous ai parlé d'Alain Stivell. Pour l'Occitanie, vous avez un écrivain qui s'appelait Robert Laffont, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui a écrit La Révolution régionaliste en 1967, et qui a été aussi un des artisans de cette résurrection occitane. La résurrection, c'est aussi le culte d'un monde perdu. À un moment, tout était bien, à un moment, on était très picard, et aujourd'hui, on l'est moins. C'est pour ça qu'il faut renaître. Alors, les régions françaises ont quasiment toutes connu, à la charnière des années 60 et des années 70, un moment de régionalisme, de résurrection. Ça a été le cas à Amiens. À Amiens, c'est les Amiens picards. Amiens, c'est la renaissance de la Picardie. C'est Équitras, c'est Chlancheron qui commence. C'est les Picardisans du Ponthieu et du Vimeux. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est d'autres choses. À Tournai, en Belgique, c'est la maison de Tournai qui développe ses activités en Picard. Toujours dans cette période, 60-70. On est dans une période particulière, une période de bouillonnement intellectuel, de remise en cause des cadres, de remise en cause de l'État existant. Et ça a marqué aussi les mouvements identitaires, si j'ose dire. Alors, la Picardie, et d'une manière plus générale, l'ère linguistique picarde, a toujours peiné à se faire accepter dans cette idée régionale, dans le concert des régions qui ont une identité régionale. Alors, on entend toujours dire en Picardie, il n'y a pas de folklore. Picardie, c'est la grande banlieue parisienne. Le picard, c'est pas une langue, c'est un dialecte du français. C'est ce qu'on entend encore quand même très souvent. L'acceptation que le picard soit une langue n'est pas gagnée. N'est pas gagnée. Non, ça, on est bien d'accord. Voilà. L'identité picarde, donc c'est bien un fait objectif au niveau linguistique. On est bien d'accord pour dire qu'il y a bien une langue picarde. Mais cette identité ne prend pas tellement d'autres formes. Chez les Bretons, l'identité n'a pas la forme que de la langue. Chez les Bretons, l'identité, c'est la cuisine, c'est l'histoire, c'est un drapeau, c'est des danses, c'est des costumes. Vous voyez, chez les Bretons, l'identité dépasse la langue. On peut être breton même sans parler breton. D'ailleurs, une bonne partie de la Bretagne ne parle pas breton. Et est bretonne. Il semble que quand on va à Rennes, on a des drapeaux bretons. À Nantes, pardon, je voulais dire Nantes. À Nantes, qui n'est pas en Bretagne, on a des drapeaux bretons partout. Vous voyez, donc l'identité n'est pas que la langue. La Picardie, l'identité picarde, elle est essentiellement autour de la langue. On a une forme d'identité aussi en Picardie pour la cuisine. La ficelle et un tas de choses qui sont de tout picard. Elle n'est pas très claire. Elle n'est pas très claire. En plus, la ficelle picarde, c'est quelque chose de récent, vous savez. Oui, chose qui est née dans les années 50. Mais bon. Elle est dénommée ficelle picarde. La Picardie, entre la Thiérache et le Vimeux, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en Picardie, et c'est vraiment ce qui caractérise, à mon avis, la région, c'est qu'on ne trouve pas en Picardie d'expression autre que l'attachement à des mots et à un patrimoine culturel. Ce qui fait être picard, c'est être attaché à des mots et à un patrimoine culturel. Patrimoine culturel qui peut aussi être ludique. Donc, ça peut aussi être l'histoire picard. Et la région, quand on réfléchissait aussi à la région Picardie, telle qu'elle a existé jusqu'il y a quelques mois, elle n'exprimait sa différence que sur ces points. La région Picardie n'exprimait pas sa différence sur le folklore. La région Picardie a toujours une expression de son identité assez limitée. Institutionnellement, j'entends. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est marquant, c'est qu'elle exprime son identité, mais elle ne le revendique pas. Comme si on ne devait pas être fier d'être picard. Alors qu'on est fier d'être breton, on est fier d'être basque, on est fier... Ça ne pose pas de problème. Être picard, c'est compliqué.
compliqué. Et institutionnellement, c'est quelque chose qui n'est pas affirmé, mais qui est exprimé. Vous voyez la différence entre affirmer et exprimer. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour renaître, on parlait de renaissance. Clitra, peut-être que c'est un moment de renaissance. Ben, pour renaître, il faut mourir. Or, on doit constater aussi une chose, c'est que la culture et la langue picarde ne sont jamais complètement mortes. Et peut-être qu'elles ne mourront jamais complètement. Quand on parle breton, j'aime bien prendre comme exemple les bretons, à un moment on ne parle plus breton. Et c'est clair, on parle français, parce que le breton et le picard sont des langues très différentes. Le breton et le français, pardon. Mais quand on parle picard, là, le picard ne disparaît jamais totalement. Il reste toujours des mots, il reste toujours des expressions. Donc, est-on vraiment totalement mort? C'est quelque chose qui est très compliqué aussi de dire à partir de quand une culture a vraiment disparu. Et la culture, elle reste. Elle reste dans les noms de lieux, elle reste dans les noms de famille, elle reste dans des événements. On fait des raideries. Et des raideries, on en fera encore pendant un bout de temps. La raiderie, c'est bien un mot picard. Donc, les mots restent. On apprend le breton, mais on n'apprend pas le picard. Tout à fait. Ça, c'est aussi un signe. Il y a des mots picards qui vont constituer une phrase entière en français. Donc, moi, traduire un plaillon en français, il faut une phrase. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un plaillon. Déjà, oui. Un plaillon, c'est une motte de terre sur laquelle pousse du chien-dent, qu'on a arraché avec la houe et qu'on est allé en placer plusieurs pour faire une fausse pelouse, par exemple. Quand on construit une hutte à la mer, on met des plaillons côte à côte pour avoir une pelouse en quelques instants. Moi, je pense au mot, par exemple, avoir le souglou. Ah bah oui. Voilà, ça c'est un mot En français, on s'utilise. dira loquet, Oui, là, voilà, mais c'est un mot qui ne meurt pas facilement, Ah ouais. parce qu'il continuera à être employé même dans une phrase en français. C'est Vous voyez, sûr. c'est surtout ça que je veux dire. Donc la mort de la langue, elle n'est pas claire, Non. elle n'est pas catégorique, comme quand on parle une langue très différente, et qu'après on passe au français. Vous voyez, là, on a clairement le sentiment que la langue est morte. Tandis que quand on est en Picardie, on arrive toujours à se rattacher à quelque chose pour dire mais non, c'est pas tout à fait mort. Alors je vais continuer, monsieur Bloquet. Parce que on a une heure de conférence. Alors, l'intérêt pour les langues et les cultures identitaires, les cultures régionales, hein, ça a commencé vraiment à s'exprimer au XIXe siècle. Hein. Et au XIXe siècle, alors la première expression, c'est en 1839, c'est la publication du Barzaz-Breis, qui est un recueil de chansons en breton, par le marquis de la Ville-Marquet. On pense même peut-être que c'est lui qui a écrit les chansons en faisant croire que c'était un recueil de chansons. Donc en tout cas, il a créé le premier repère où on dit il existe des chansons en breton. Et ça, c'est important. Et pourquoi est-ce qu'il collecte des chansons en breton en disant ça va disparaître? On est à l'aube d'un monde nouveau. Un peu plus tard, c'est pas très loin d'ici, c'est dans la région de Dunkerque, c'est un flamand, Edmond Kousmaker, qui publie les chants des Flamands de France. Et quand on lit son introduction, une longue introduction, il dit que les derniers vestiges de la civilisation flamande dans le nord de la France sont près de s'engloutir dans l'oubli. On est en 1856. Or, aujourd'hui, on parle encore flamand dans le nord de la France. Et il y a encore des associations qui font vivre le flamand. Il y a encore une expression culturelle flamande. Le flamand n'est pas mort à cette époque-là. Mais le sentiment que les choses allaient mourir et qu'on était à l'aube d'un monde nouveau était très présent et qu'il fallait se dépêcher de sauvegarder tout ce qui existait. Donc les savants de l'époque, hein, se dépêchent de consigner et de sauvegarder tout ce qui peut encore l'être. Alors c'est le moment des folkloristes, des sociétés savantes, des érudits locaux. Picardie a le Suste-Dieu par exemple. Le Suste-Dieu, c'est quelqu'un qui collecte, qui écrit une grammaire du Picard, qui récolte des contes. Et on en a pas mal. Pas mal dans toutes les régions françaises. Donc, l'idée dans les têtes, et c'est pas totalement à tort, c'est que le monde est en train de mourir, mais que même s'il n'est pas mort, on n'attend plus de lui qu'il puisse se reproduire. C'est-à-dire qu'on n'attend plus rien de nouveau des cultures régionales. C'est là que la Renaissance prend son sens. Donc, la surprise, ça vient du contre-pied. Du contre-pied qui est pris, là on s'attend à ce que la culture disparaisse, on s'attend à ce qu'on parle plus flamand, on s'attend à ce qu'on parle plus picard, et ben, il se passe qu'on continue de parler picard et que ça s'exprime. Notamment en Picardie. Donc les premiers lexiques picards, ça date du XVIIIe siècle.
Au XIXe siècle, le Picard est particulièrement bien étudié. Hein, j'avais noté Le Dieu, Charles Lamy, Gabriel Écart. Tous ces gens publient des lexiques, des dictionnaires, qui sont encore aujourd'hui des références. Aujourd'hui, pour le valenciennois, on utilise encore le lexique d'Écart, qui est très complet, qui est vraiment un monument. Donc le Picard, ça devient un objet d'étude de société savante. L'Académie des sciences, les belles lettres et des arts d'Amiens, les antiquaires de Picardie, la société de Ménès-sur-Delville, toutes ces sociétés savantes, à un moment, ne font pas s'intéresser au Picard, mais à un moment s'intéressent au Picard. On va trouver des articles sur le Picard. Dans les années 30, la démarche devient plus scientifique. Dans les années 30, c'est le CNRS qui met en route l'Atlas linguistique Picard. Donc là, on est sur une démarche scientifique officielle de l'État. C'est une personne qui s'appelle Raymond Dubois, qui met ça en route avec une autre personne qui s'appelle Robert Loriot, dont je vais reparler. Dans l'après-guerre, ce ne sont plus tellement les sociétés savantes qui s'intéressent au Picard, mais c'est bien l'université. Et là, on voit l'apparition des recherches dialectologiques. À l'université de Lille, il existe une chaire de Picard, et c'est qu'à partir de 1948 qu'on a vraiment un enseignement propre au Picard qui se met en place. Le professeur à l'époque s'appelle Jean Babin, lui succède Henri Roussel à partir de 1960, et Henri Roussel est une locomotive qui pousse beaucoup d'étudiants à faire des thèses sur le Picard. Alors quelqu'un que certains connaissent ici, c'est par exemple Fernand Carton, a eu comme professeur Henri Roussel. Fernand Carton est l'héritier d'Henri Roussel. Donc on est dans les années 50, et il y a un certain nombre de personnalités qui ont le Picard comme objet d'étude. L'idée d'urgence reste présente, c'est-à-dire qu'on est à cette époque-là, dans les années 50, dans le même état d'esprit que 100 ans avant. Il faut se dépêcher de collecter, d'enregistrer, parce que les gens vont disparaître et que c'est terminé. On ne va plus parler bientôt, on est à la fin. Alors je vais vous citer quelques noms hein, des Picards, hein, Robert Emmerich, Gaston Vasseur, le grand dictionnaire du Vime. Vasseur était un des chercheurs de cette époque-là. Raymond Dubois, j'ai déjà dit, Roger Berger, d'autres, Henri Roussel dont j'ai parlé, toutes ces personnes vont créer à Arras, à la fin des années 50, la Société de dialectologie picarde. Alors, la Société de dialectologie picarde, elle se propose, je cite, de susciter, d'encourager et, on ajoute, malgré les difficultés de l'heure, de publier des travaux relatifs à la dialectologie. Et la Société de dialectologie picarde, qui est pas une société savante, on est une société de chercheurs, elle décide de se doter d'une revue. On va en venir à la revue. J'approche la question des revues. Cette revue s'appelle Nos Patois du Nord. Il y a eu 5 numéros à Nos Patois du Nord. Nos Patois du Nord publie des articles des chercheurs dont je vous ai cité les noms sur le Picard. Dedans, on va trouver René Debry. René Debry qui est jeune diplômé, enfin il était professeur déjà à l'époque, dans le secondaire. Il a fait sa thèse, exactement, il a fait sa thèse, il publie des articles, il continue de travailler après sa thèse, et il intègre la Société de dialectologie picarde, et il propose des articles. Et d'ailleurs, sa thèse devait être publiée par la Société de dialectologie picarde, ce qui ne s'est pas fait. Mais c'était prévu, quand on lit les journaux. Debry était dans ce mouvement universitaire. Alors, qu'est-ce qu'on lit aussi quand on lit le compte-rendu de l'Assemblée Générale de la fondation de la Société de dialectologie picarde, qui dit que si beaucoup d'amateurs ou de spécialistes gardent au cœur le plus de nos parlers populaires, et qu'ils s'attachent à recueillir, pendant qu'il en est encore temps, toujours pareil, le temps qui passe, les vestiges des patois qui meurent, les bonnes volontés isolées ne manquent pas, mais aussi qualifiées qu'elles soient, elles se découragent. Le découragement, c'est un terme qui revient souvent. On baisse les bras. Devant l'impossibilité de faire connaître le résultat de leur collecte. Donc maintenant, il n'est plus uniquement question de collecter, il est question de diffuser. Ça, c'est une idée neuve. La société savante n'avait pas forcément le souci de diffuser. Tortrel, communiquer pour les autres membres de la société savante. À partir des années 50, il y a la volonté de faire une revue à laquelle on peut s'abonner, même si on n'est pas membre de la société, et qui va diffuser des informations sur l'état de la recherche. Donc c'est la question de toucher un public plus large. On est dans une espèce de massification du savoir, qui est aussi propre à l'époque. Les années 50, 60, c'est l'époque des masses. J'ai un raccourci osé, mais les premières grandes surfaces, c'est ces années-là. La massification qui commence à apparaître en France. Alors,
Ce pas des biens de consommation, évidemment, mais enfin, ce sont des biens culturels, intellectuels, qu'on a envie de partager. Donc il y a eu, comme je vous l'ai dit, 5 numéros. Et puis la Société de dialectologie Picard, dont la publication de la revue était l'unique activité, est tombée en sommeil. Alors pourquoi elle tombe en sommeil? Parce que une scission naît. La Société de dialectologie Picard rassemblait des personnes de tout le domaine Picard. Et il apparaît à la lecture de certains documents, et notamment du premier numéro de la Société de linguistique Picard, que les Amiénois ont voulu prendre leur indépendance. Oui. Et que Amiens rejette l'île. Ah, c'est clairement dit. C'est clairement dit, je vais vous lire un petit extrait à un moment. Robert Loriot, Gaston Vasseur, René Debry se séparent de la Société de dialectologie Picard, qu'ils jugent trop lilloise, pour créer à Amiens la Société de linguistique picarde, qui, elle, s'intéressera qu'à la Picardie historique. On est en 1962 ou 63, et fait important qu'il faut avoir en tête, c'est que la Picardie, administrativement, a été créée en 1960. Et qu'on est dans un moment où la Picardie est en train de se mettre en place. On parle de la création d'une université à Amiens. La création de l'université d'Amiens, ça doit être 69. Vous n'avez pas ça, M. Bloquet? Non. 69, 69. Création d'un rectorat. Le rectorat d'Amiens est recréé. Il avait existé pendant le Premier Empire. Il est recréé dans les années 60. Mais Amiens est en train de devenir une capitale régionale et la région picarde est en train de se recréer. Alors, en 61, donc, c'est la création de la Société de linguistique picarde, ou plutôt de la Société de linguistique régionale de la Picardie historique, c'est le nom complet, de Picardie historique. Robert Loriot, qui a été suivi par Vasseur et Debry, qui se retire de la Société de dialectologie picarde, donc affirme dans l'éditorial du numéro 1 de la revue de la nouvelle société, et je vous lis, qu'il serait trop facile aux promoteurs de la nouvelle société, donc la Société de linguistique picarde, d'alléguer ici des divergences de vues trop profondes, des méthodes de travail trop particulières pour être acceptables, bref, d'un état d'esprit incompatible pour rendre entièrement compte d'une décision, celle de créer la société, dont l'effet le plus clair a été de, le mot est fort, libérer la Picardie historique, haine, oise, somme et confins, d'une tutelle extérieure devenue paralysante et génératrice de discorde. Ça ne peut pas être plus clair. On ne veut plus travailler avec les Lillois. On veut se libérer, le mot est dit, hein, le libérer de la tutelle lilloise. Alors évidemment, on est dans la logique d'une création de la région Picardie, hein, qui s'émancipe de l'île. Donc c'est un élément important du discours. Hein, donc une nouvelle université va être créée. Et Loriot ajoute, ce vigoureux effort de décentralisation sera ainsi opéré au profit du renouveau de la vie locale et régionale. Cette décentralisation, donc toujours selon Loriot, doit se retrouver au niveau de la recherche, qui doit se faire, je continue de citer Loriot, au profit de la zone picarde, uniquement. On ne travaille pas avec les gens du Nord. Quand on verra avec les Guitraves, c'est tout à fait le contraire. Donc c'est toujours dans cet état d'esprit, hein, c'est à cet épanouissement, à ce renouveau de la vie intellectuelle picarde, au sein d'une unité retrouvée, que veut travailler notre jeune société de linguistique régionale. Alors, on n'hésite même pas à mettre un petit coup de griffe aux collègues du Nord, puisqu'à un moment, dans l'édito, Loriot fait le panégyrique de la recherche en Picardie. Il dit que la Picardie est une région pilote, et souligne que la moitié du territoire en cause a déjà été l'objet d'une prospection méthodique, en ajoutant, ce qui est loin d'être le cas pour le nord de la France. Aujourd'hui, on est tous dans la même région. C'est intéressant aussi d'avoir cette mémoire qui n'est pas si vieux que ça. Hein. Ça, c'est les années 60, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on était content de se séparer. Voilà. Alors, juste en passant, c'est moi qui l'ai ajouté, quand on a vu ça, on se dit vraiment, ils ne vont publier que sur la Picardie. Sauf que, dès 1968, bon, quelques années après, 6-7 ans après, eh ben, la Société de linguistique picarde publie des ouvrages sur le nord de la France. Donc, voilà, donc c'était vraiment des paroles, parce que très rapidement, la Société de linguistique picarde a été obligée
de publier aussi, de s'élargir aussi à notre Debré considérait que la langue allait juste à tourner et qu'il n'y avait pas de raison qu'on la limite à nos départements. Ça, c'est Équitra. Mais ce n'était pas la Société de linguistique Picard à ses débuts. Non, mais ça c'est Debré. Oui, ça c'est Debré. Alors, Debré, ça, j'ai pas pu trop fouiller. Debré est bien cité au début de la Société de linguistique Picard. Il est présent au début, et notamment avec Gaston Vasseur, mais il disparaît très rapidement de la revue. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que Debré a disparu cette revue. Peut-être c'était pour des incompatibilités de conception, c'est possible. Je sais que Loriot avait un fort caractère et que peut-être tout le monde n'était pas capable de travailler avec lui. Par contre, Vasseur reste dans la Société de linguistique picarde, et d'ailleurs c'est là où il publie son dictionnaire des parlers picards du Vieux. Alors après, on peut aussi comprendre que René Debré, à un moment, a été attiré par les perspectives qu'offrait un travail en Picardie. Qui dit création d'une université, qui dit création d'instruments de recherche, dit aussi création de postes et des possibilités pour les chercheurs. Peut-être que Debré a pensé qu'il avait plutôt intérêt à s'amarrer à Amiens que de rester dans le giron de l'université lilloise où Henri Roussel était en place et de toute façon il n'y avait pas vraiment de possibilité. Ça c'est aussi une hypothèse qui doit tenir la route. En plus, Loriot avait des liens avec le CNRS, ce qui peut-être était intéressant pour Debré. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, c'est à Amiens que les choses se passent, dans le domaine du Picard. Alors, je vais en venir à Équitra. On est dans une époque, on entre dans la deuxième partie des années 60, qui est une époque d'agitation, de remise en cause, de renouvellement. Et René Debré, Pierre Garnier, que j'avais interviewé en 2005, qui j'avais demandé de parler de René Debré, qu'il avait très bien connu, m'avait apporté des éclairages sur cette époque et sur les conditions de la création d'Équitra. Donc René Debré, le linguiste, professeur de français à l'époque, était professeur de français au lycée Tuillier, à la cité scolaire à Amiens. Docteur Esther. Pierre Garnier, lui, était professeur d'allemand, également au lycée Tuillier, à la cité scolaire à Amiens. Les deux hommes travaillaient dans le même établissement, ce qui a priori ne veut pas dire qu'ils étaient amis ou qu'ils s'entendaient. Mais il se trouve que Debré poursuivait ses recherches. Il était connu à la cité scolaire pour son intérêt très fort pour la langue picarde. C'était le monsieur Picard. N'est-ce pas, monsieur Bloquet? Il publie sa thèse sur Picard. Ouais. Pierre Garnier, lui, était déjà un poète reconnu à l'époque. Déjà un poète qui avait un énorme réseau international, qui était publié, il a fait d'abord partie de l'école de Rochefort, puis par la suite il a créé le Spatialiste. C'était quelqu'un qui était déjà reconnu à l'époque, également. Donc vous avez deux personnalités, chacune dans leur domaine, qui travaillent ensemble dans le même établissement scolaire. Alors, ils sont devenus amis, peut-être par le biais du centre de documentation du lycée qui était tenu par Madame Garnier. Ilse Garnier était la responsable du centre de documentation du lycée Tuillier. Là, j'ai une photo qui m'a été donnée par Violette Garnier, où on voit René Debré. Donc, tout à fait, pour vous, c'est à droite. Devant des enfants, vous voyez, ils tiennent des crécelles, des écalettes. Et vous avez Ilse Garnier, qui est là entre. Et c'était, alors là, il n'y a pas de date à la photo, c'est probablement au milieu des années 60. Et René Debré avait créé des clubs pour les élèves, notamment un club d'onomastique, d'études des noms de famille, où il impliquait ses élèves. Donc René Debré était un animateur de tradition picarde, de culture picarde au sein du lycée. Pour Pierre Garnier, lui, n'était pas spécialement intéressé par le picard au départ, mais n'était pas sans ignorer la langue, parce que la mère de Pierre Garnier était de Saint-Leu, et elle lui racontait en picard de Saint-Leu des histoires, des contes, des anecdotes. Donc Pierre Garnier a toujours vécu en relation avec le picard. De plus, le père de Pierre Garnier était ami avec Daumont. Voilà. Daumont allait déjeuner chez les Garnier. Le père de Pierre Garnier était de la SNCF. Maurice Daumont était aussi quelqu'un issu de la SNCF. Enfin, c'était pas la SNCF à l'époque, mais des trains, des compagnies de chemin de fer. Voilà. Donc les familles se connaissaient. C'était à l'Economa, Maurice Daumont. Il travaillait à l'Economa. Donc ça a joué également chez Pierre Garnier. Pierre Garnier connaissait le picard, était baigné de culture picarde, sans que ce soit un sujet qui l'intéressait spécialement en tant que poète. Mais comme il me dit,
dans le contexte de l'époque, j'insiste sur le contexte de l'époque, ce qui l'a rapproché du Picard, ce sont les expériences littéraires des années 60, où on a commencé à considérer les langues de manière égalitaire. Jusque-là, il y avait le français, la grande langue, celle qu'on met au-dessus, puis après les autres. Les patois. Voilà. La vraie langue et les patois. À partir des années 60, on remet en cause toutes ces hiérarchies. On remet en cause les hiérarchies sociales, par exemple. Patron, ouvrier, tout ça, c'est quand même un grand sujet de débat. Et bien dans les langues, c'est pareil. On dit qu'il n'y a plus de langue supérieure et de langue inférieure, toutes les langues sont pareilles. Et ça intéresse les poètes. Et donc, Garnier a commencé à s'intéresser au Picard comme un élément concret, comme une matière poétique. Alors l'idée est venue, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque, surtout des poètes autrichiens ou suisses. Vous savez qu'en Autriche et en Suisse, on parle allemand, mais on parle des dialectes allemands. Il y a une grande différence entre l'allemand parlé en Suisse et l'allemand parlé en Allemagne. Même si la langue officielle c'est l'allemand, dans la façon de parler, c'est pas la même chose, dans le parler des gens. Et il y a des variétés assez fortes. Et ça a été utilisé par les poètes suisses et autrichiens. Garnier était prof d'allemand, en relation avec ce monde germanique, qui avait une autre approche de la dimension dialectale que les Français. Alors, c'est aussi cet intérêt qui a poussé Garnier vers Debry, ou Debry vers Garnier. On ne sait pas très bien qui a été l'un vers l'autre, mais ils se sont fait connaissance, hein, et ils ont sympathisé. Pierre Garnier me disait qu'il était régulièrement invité à la table de famille chez les Debry, où il prenait beaucoup de plaisir à discuter avec Debry, avec René Debry, avec sa femme, Janine, et les enfants. C'était de très bons souvenirs dans sa vie. Alors, la naissance des Clitras, j'y viens. La naissance des Clitras, c'est en 66. Garnier m'avait dit, c'est une conversation de couloir, dans un des couloirs du lycée, où l'un ou l'autre, il se souvenait plus de qui, dit « ça serait bien de créer une association pour promouvoir la culture picarde ». Et Debry, qui est une locomotive, Debry embraye là-dessus. Et le lendemain, il commence ses démarches pour créer l'association. C'est Debry qui embraye, vraiment, qui a envie de le faire. Garnier le suit, mais Garnier n'est pas moteur, c'est Debry le moteur. Garnier sera moteur d'une autre manière. Alors, dès le lendemain, eh bien, Debry se rend à Moulins-au-Bois, chez Marie-Louise Errand. On verra par faisant partie des fondateurs de l'association. Et Marie-Louise Errand avait des cœurs de Marie, une fleur, et elle lui dit que ces fleurs, ça s'appelle les éclitras. C'est éclitrant, ça claque, c'est ça. Exactement c'est exactement ça. Éclitra, c'est éclitrant, éclitrer, c'est faire des éclairs en picard. Un éclitre, c'est une éclair. Un éclair. Voilà. Et donc, Debry voit dans cette fleur, qui rappelle un terme éclatant, hein, ça s'ouvre, ça jaillit, il voit l'image de ce qu'il a envie de créer. Donc c'est Debry qui, après cette visite chez Marie-Louise Errand, choisit ce mot éclitra. Alors après, des amis joignent la démarche, hein, Bernard Boquillon, René Vaillant, et éclitra est fondé sous une forme associative le 2 octobre 66 à Amiens. Et là, j'ai un document qui m'a été confié, toujours pareil, par la fille de Pierre Garnier, qui est un document exceptionnel. C'est un cahier que j'ai pu scanner, qui comprend les comptes rendus de toute première réunion des Clitras. Et c'est le père de Pierre Garnier qui a tenu ce cahier. Alors bon, voilà, vous avez le procès verbal du début des Clitras. Alors c'est peut-être pas forcément lisible, mais vous voyez, c'est écrit à la main. Et on a comme ça 50 pages, et on va jusqu'en 68. Donc on a une description précise de la création des Clitras. C'est extrêmement intéressant. Vraiment un document de première main, il n'y a pas longtemps. Non, effectivement, il y a peut-être un mois ou deux que j'ai ce document. Et ça, on peut remercier Violette Garnier d'avoir accepté de me laisser le reproduire. Alors, aux archives départementales, sont présents ce jour-là 11 personnes, dont les noms sont notés. Je ne vous les donne pas toutes. A priori, sauf si je me trompe, elles sont toutes amiénoises ou de l'Amiénois. C'est quand même une association qui démarre à Amiens et qui restera quand même essentiellement amiénoise. Alors on note René Debry, René Vaillant, René Godefroy, c'était un archéologue, René Godefroy. Non, cultivateur à Longwy.
il est présenté comme archéologue. Ah, il a fait des recherches Voilà, archéologiques. archéologique. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Marie-Louise Errand, Euh, qui était, d'après ce que j'ai compris, quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux plantes. Marie-Louise Oui, et Errand. puis elle avait son illustre père, Ernest Errand, qui était un auteur picard également. formidable sur les graissiers, etc. Et Marie-Louise Errand avait créé chez elle une espèce de petit musée de la tradition picarde. Au moment où il y a dans le compte rendu, ils vont visiter Marie-Louise Errand chez elle, dans son musée, comme ils disent. Et on note aussi, et ça m'a beaucoup intéressé, la présence de Pierre Louchard, qui à l'époque était, je crois, surveillant général à la cité scolaire et qui animait la troupe des Compagnons de la Fleur. Les Compagnons de la Fleur, c'était une troupe de théâtre, de marionnettes, comme ici chez Cabotin, qui était animée par Pierre Louchard avec des élèves, et qui tous les ans faisait une tournée. Et qui surtout avait adapté la Fleur à la période, à l'époque. Faisait des pièces de la Fleur avec de la musique des Beatles, par exemple. Voilà, c'était ça à l'époque, Pierre Louchard. Pierre Louchard est le père spirituel de Laurent Deville. C'est aussi un héritier d'une tradition, Pierre Louchard, et quelqu'un qui a transmis sa tradition. Voilà. Et donc on le retrouve dans Eclitra, dès le départ, et on le retrouve longtemps dans Eclitra. J'ai vu son nom apparaître pendant longtemps. Alors, le Debris, lors de la réunion de fondation, donc, il précise qu'il ne s'agit pas de créer une société savante supplémentaire, mais une société, il ne dit pas savante, il dit qu'il s'agit de créer une société complémentaire. Le mot complémentaire est intéressant. Qui travaillera avec les sociétés déjà existantes. Donc on voit que Debris évacue le problème des divisions. Il dit on travaillera avec tout le monde. Vous avez vu, Loriot, lui, il dit on ne travaillera pas avec les gens du Nord. Debris dit on travaillera avec tout le monde. Nous, on n'est pas, nous, le domaine Picard, c'est pas que la Picardie, c'est tout le monde. Il compose un important comité de patronage. Donc Debris contacte beaucoup de monde, contacte des gens qui lui donnent son accord, Roger Agache, Robert Emmerich, Jean Estienne, je ne sais pas si on dit Estienne ou Estienne, Jean Estienne, Louis-Ferdinand Flutre, qui est un professeur à la faculté des lettres de Dijon, qui a travaillé sur l'ancien moyen Picard, un gros ouvrage de Louis-Ferdinand Flutre, Géo Librecht qui était un poète belge, très connu à l'époque, membre de la société, de l'Académie royale de langue et littérature française de Bruxelles, Georges-Henri Rivière, qui avait créé le musée des arts et traditions populaires à Paris. Il vient de disparaître d'ailleurs, ce musée des arts et traditions populaires. C'était Rivière qui avait créé ça. Henri Roussel, professeur à Lille, président de la Société de théologie Picard. J'ai noté 17 noms. Donc un comité de patronage de 17 personnalités. Plus les personnalités internationales que Pierre Garnier avait sollicitées. Ce qui fait qu'on arrive sur un comité de patronage qui comptait une quarantaine de personnes. Tout ça en quelques mois. C'était très vite. C'est là qu'on voit l'énergie dans les deux. Les choses vont vite. Donc Debris précise que l'association aura pour but de réunir des hommes qui jusque-là travaillaient dans un ordre dispersé. Il affirme que les Picards, qu'ils soient de Picardie ou du domaine de la langue picarde, doivent réapprendre leur passé. Je le cite, « Seul moyen dans ce monde trop mécanique, abusé par l'orgueil tiré des résultats de sa science, de contribuer à bâtir un devenir qui reste un devenir humain. » La culture régionale, c'est ce qui est à dimension humaine. Dans un moment où l'être humain est pris dans un développement économique qui le dépasse. En surface, les autoroutes, les avions, les fusées, les ordinateurs. Qu'est-ce qu'on dit là? Debris dit on reste à l'échelle humaine. Les objectifs d'Eclitra, c'est l'étude de la langue picarde. Et vous notez que là, on n'utilise plus le terme patois, ni le terme dialecte. Dans Eclitra, on parlera toujours de langue picarde, qui est vraiment le début de la reconnaissance de la langue, en tant que langue. Auparavant, on est patois. La revue de la Société de dialectologie picarde, alors d'abord Société de dialectologie picarde, et revue Nos patois du Nord. Eclitra, c'est langue picarde, dès le départ. Mais la langue picarde était très mal perçue dans les écoles. Les instituteurs ont écrasé littéralement les enfants qui parlaient picard. On n'avait pas le droit de parler picard, même les mots picard. Bon. Alors, par contre, Debris dit que les membres devront trouver
les membres devront fournir un travail sous peine d'exclusion. Donc être membre d'Equitra, ça se mérite. Il faut payer et en plus il faut travailler. Alors, Equitra, dès cette première réunion, est ouverte aux jeunes. Dans le projet de statut, Debris précise que les statuts devront prévoir une durée maximale des mandats pour obliger la société, l'association à se renouveler. Et ainsi permettre à des jeunes désireux, je le cite, permettre à des jeunes désireux de se vouer à la recherche du passé pour mieux bâtir le devenir humain, d'intégrer l'association, parce que, composée de jeunes, cette société sera toujours efficace. Et là, on voit le sens aussi de Debris, de l'avenir. On ne construit pas que pour se faire plaisir aujourd'hui, on construit pour changer le monde. Et pour ça, il faut des jeunes. Et ça, c'est très novateur également. Et là, on se sépare des sociétés savantes. On n'est plus dans une société savante. On est dans une société, dans une association qui affirme dès le départ un militantisme. Donc, Equitra souhaite peser sur le monde en évolution, pas uniquement l'étudier. Donc, la conscience de la durée est présente, hein, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça fait partie du caractère de René Debris. Je n'ai pas connu René Debris, mais je me suis toujours demandé si René Debris n'avait pas une conscience de la brièveté de son existence. Je me suis souvent demandé ça en le lisant et en écoutant des témoignages sur lui. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Il fallait que ça aille vite. Ouais. Il entamait une toponymie et vite, il fallait qu'il passe à autre chose, comme s'il allait disparaître. Ouais, et ça se ressent. Pourtant, en 66, c'est-à-dire en 66, il ne pouvait pas... Allez, il est mort un peu plus tard quand même, mais comme s'il y avait vraiment une urgence à faire les choses. Ça se ressent tout le temps dans les textes de Debris. Alors, donc, citer la nécessité de faire venir des jeunes à la recherche, c'est également une première dans les milieux de l'époque. Jusque-là, on ne demandait pas aux jeunes de s'intégrer. Il n'y avait pas de place vraiment pour eux. Alors, on apprend aussi à la lecture du compte-rendu que vous avez devant vous. Alors, pas cette page-là, mais un peu plus loin. C'est anecdotique, mais c'est rigolo, donc je vous le dis. À l'issue de la réunion, donc après avoir bien parlé des statuts, les gens présents se voient offrir par René Godefroy, vous avez connu. Il leur présente du vin produit sur ces terres à Allonville, Oui, tout à fait. dans un lieu qui s'appelle Les Vignes. Oui. Dans son Voilà, jardin. du vin Picard. Dans son jardin. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais Non, René Godefroy a offert du vin Picard à la première réunion d'Equitra. On a vu du vin Picard. La maison a été vendue à cause du décès de René Godefroy, ça a été partagé, et les vignes qui étaient dans le jardin, ben, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et c'est Mademoiselle Errand, je cite... C'était du Baco numéro 2, le raisin. Un raisin bordelais. Et Mademoiselle Errand, alors je cite, Mademoiselle Errand, toujours alerte malgré son âge, elle avait 63 ans, avait apporté des gâteaux. Je trouvais ça aussi assez anecdotique. Je me suis interrogé sur l'âge de... Parce que plusieurs fois dans les comptes rendus, on l'évoque comme quelqu'un de très vieux. Donc vraiment la patriarche, elle avait 63 ans, elle était née en 1903, on était en 66. C'est rigolo. Alors, le premier bureau constitué à l'issue de la réunion se composait de la manière suivante. Président, sans surprise, René Debris. Premier vice-président, Pierre Garnier. Deuxième vice-président, Bernard Bouquillon. Secrétaire, Christian Sarraud. Je ne sais pas qui c'est. Et en plus, il a démissionné très vite. Trésorier, René Verdier. Administrateur, Jean ou Jacques Deprez. Et puis bibliothécaire, René Vaillant. La façon que vous avez connue. Hein. Alors les tâches au sein de l'association sont réparties selon les compétences des uns et des autres. Hein. Donc c'est sans surprise, René Debris s'occupe de linguistique. Pierre Garnier de littérature. Marie-Louise Errand des traditions. René Vaillant de l'histoire. René Godefroy de l'archéologie. Pierre Louchard de l'ethnologie. Et Bernard Boquillon est en charge, Bernard Boquillon qui était donc rédacteur au Coédica, s'occupe du tourisme culturel. Alors, un point est abordé, c'est un point essentiel, qu'on retrouvait déjà dans les autres sociétés, qui est celle des publications. Parce que c'est la publication qui assure la diffusion du travail des membres. Donc c'est une question essentielle. Et puis c'est une motivation également pour les membres. C'est-à-dire adhérer, c'est aussi être publié.
aussi pouvoir proposer des écrits qui seront diffusés. Alors, il est précisé qu'aucun droit d'auteur ne sera versé en contrepartie d'édition des travaux et que le choix de publier sera soumis à l'avis d'une commission. Alors, ce point-là a été qualifié dans le résumé, dans le compte-rendu d'important. Il est aussi, ce point-là ayant été vu, il est aussi décidé de prévoir une publication, donc un journal, à périodicité plus ou moins régulière. On évoque un rythme trimestriel. Et donc, on ajoute que cette publication se doit d'être attrayante pour toucher à un large public. Il faut donc qu'elle intègre des reproductions de documents, des photos, des tableaux. Et en plus de ça, il faut un tarif relativement réduit pour que ça ne soit pas un obstacle à cette diffusion. Et on verra que cette question d'argent ne sera pas négligeable dans la vie d'association. Alors, à ça, eh ben oui, comme on est conscient que ça va coûter cher, des membres du comité d'Assemblée Générale, du comité de mise en place d'Equitra, proposent de faire appel à la publicité. Et c'est vrai que dans Equitra, les numéros, on a de la publicité. J'ai vérifié ça. Et alors, on a besoin d'argent, donc on a besoin de publicité, mais en même temps, ça gêne un peu quand même de faire de la publicité. Une publication, en tant que publication qui rejette un peu le monde qui est en train de se mettre en place, donc un monde basé sur l'argent, vous voyez, on est un peu en contradiction. Alors on dit qu'une discussion devra s'engager lors des prochaines réunions afin de ne pas tomber dans l'extravagance. Donc la publicité, mais pas trop. Ça n'a pas duré la publicité. Alors on verra après que de toute façon, ils ont eu beaucoup de mal à trouver de l'argent. Donc la publicité, voilà, elle n'a pas été envahissante parce que de toute façon, personne ne parle. J'ai à la maison une coupure du courrier Picard où dit le bureau démissionne, il n'y a pas eu de subvention. Ça, c'est Je ne sais plus tard. plus quelle année, mais je peux vous le filer ça. Alors on voit bien ici comment Equitra se démarre des sociétés savantes. Hein. Dans les sociétés savantes, on n'aurait pas fait de publicité pour la publication. Voilà. Alors, le compte-rendu de la seconde réunion du 11 octobre nous éclaire encore plus sur l'esprit qui procède à la création de l'association. Et là, je vais vous le lire, c'est du Pierre Garnier, c'est pas signé, mais c'est du Pierre Garnier. Ça va vous parler si vous connaissez un peu Equitra. Donc, on y lit sur la définition de l'association que dans une humanité qui tend vers les ensembles, mais aussi vers la révélation des richesses ethniques préalablement contenues et souvent cachées par les cadres nationaux, l'association Equitra a pour but de faire connaître la Picardie, de développer ce qui fait l'originalité de l'ancienne nation picarde, on parle sur la nation picarde de la Sorbonne, étant entendu que les limites de ce pays se confondent dans une humanité qui tend vers les ensembles, mais aussi vers la révélation. Pardon, j'ai fait un copier-coller, j'ai fait deux fois la même chose. L'association Equitra a pour objet de sauvegarder, développer la langue et la littérature picarde, sauvegarder, développer ce qui fait l'originalité du pays picard, ethnologie, musique, mobilier, archéologie, de protéger dans la mesure du possible les monuments et les sites, et pour en faire le premier souci de l'association, pour ce faire, le premier souci de l'association sera l'édition d'une revue, de fascicules, de monographies, de disques, etc. Ces autres activités seront l'organisation de conférences, de représentations, d'expositions, l'entretien d'un réseau de correspondants dans le monde, on voit bien la patte de Garnier, notamment auprès de linguistes, d'ethnologues et d'écrivains. Voilà, c'est ça les objectifs d'Equitra. Et c'est ce qu'on va retrouver dès le départ dans la revue. On précise encore une fois, un peu plus loin, qu'Equitra est une association culturelle, pas de société savante. Et on retrouve à nouveau un texte de Garnier qui précise les choses. Qui dit que, aujourd'hui, les cultures régionales, sous une uniformité qui tend à s'agrandir, amènent la variété indispensable à l'équilibre des hommes. Elles permettent d'échapper au nivellement et de retrouver, surtout en France, où la centralisation a longtemps été pratiquée avec outrance, des idiomes concrets, des traditions plus proches de la terre que des villes tentaculaires, des civilisations sous-jacentes encore fondées sur la nature, mille faits même qui relient l'esprit au cosmos. C'est pourquoi l'ère spatiale peut être aussi l'ère d'une certaine rénovation du province. C'est du Pierre Garnier, complètement du Pierre Garnier. Pierre Garnier, il ne faut pas oublier que c'est le fondateur du spatialisme. Et on parle de cosmos, on parle d'ère spatiale.
spatiale, et on relie ça à la langue picard. C'est une pensée assez complexe, qui tranche encore une fois avec ce qu'on trouvait à l'époque. On n'évoque pas son jardin, on n'évoque pas le passé dans Equitra. Alors évidemment, dans ce qui sera édité par la suite, on va trouver ça. Mais dans l'esprit de la revue au départ, vous voyez quand même la révolution que ça peut faire. Alors, les membres de l'association ne se tournent pas vers un provincialisme, c'est toujours Garnier qui parle. C'est très important. Les membres de l'association ne se tournent pas vers un certain provincialisme passé et dépassé. Au contraire, ils prétendent collaborer à l'édification de ce monde neuf, où la diversité, la variété et la personnalité ne seront plus considérées comme des entraves à certains pouvoirs, mais iront de soi. On voit bien à la lecture de ce texte toute la dimension politique et tout le potentiel revendicatif qu'il comprend. C'est un discours politique qui est tenu. Oui. Là, Garnier, c'est pas signé, hein, c'est pas dit que c'est lui qui l'a écrit, mais enfin, c'est certain que c'est lui. Hein. Oui. On retrouve Garnier, là, tient un discours politique. Et ça, encore une fois, c'est la première fois qu'on a un discours politique sur la langue. Jusque-là, on se plaignait éventuellement qu'elle disparaisse. On disait qu'il fallait se dépêcher de la recueillir. Ça n'allait pas plus loin. La Garnier dit que la langue picarde, la culture, les cultures régionales doivent participer à l'édification d'un monde neuf. Elles doivent être intégrées dans ce nouveau monde qui va apparaître. Alors, l'association prend acte du monde moderne, elle ne le rejette pas. Ce n'est pas une association conservatrice. Et plutôt, au contraire, elle le voit comme une opportunité pour les régions, qui jusqu'ici étaient refoulées, ou subissaient le centralisme français. Hein. Il y a un moment de centralisme parfois outrancier. Hein. La centralisation a été pratiquée avec outrance, dit Garnier, en France. Donc c'est une opportunité, ce monde nouveau, pour trouver une place pour les régions. Et elles doivent apporter à un monde technique, qu'on craint de voir se déshumaniser à ce moment, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Elle doit apporter la variété, la diversité et un rapport à la nature. On n'est pas très loin de questions qu'on se pose encore aujourd'hui, chez Garnier. C'était quelqu'un de visionnaire, Garnier. Alors, la relation au cosmos, à l'espace, on ne peut pas ne pas la mettre en relation avec la démarche poétique de Garnier, donc, qui a été le créateur, un des créateurs de la poésie spatialiste, qui a été d'ailleurs une poésie, une manière de s'exprimer en poésie qui a été répandue au niveau mondial. La poésie spatialiste qui est oubliée aujourd'hui, a été pratiquée aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Australie. Garnier avait un réseau mondial de poètes qui correspondaient. Alors, le provincialisme est qualifié de dépassé et les Picards sont appelés à participer à l'édification d'un monde neuf. Alors, moi j'y vois un peu une influence marxiste dans ce discours de l'époque. Et je me suis demandé si Bernard Boquillon, que je n'ai pas connu, mais s'il ne partageait pas un peu les idées de Pierre Garnier. Sûrement, oui. Je pense que Coé Picard était plutôt à gauche. Il ne s'étendait pas. C'était un type qui allait de l'avant, mais il ne s'étendait pas sur ses idées personnelles. Ouais, bon, voilà. Mais je me suis dit que ça devait correspondre assez aux idées du Courrier Picard de l'époque, qui devait assez soutenir, bon, il me semble, hein, le Courrier Picard était plutôt à gauche, hein, dans ces années-là. Voilà. Donc c'est un discours qu'on entend bien. Et Garnier était assez proche du Courrier Picard. Mireille vit toujours, elle habite à Foncan, et ça, elle pourrait nous renseigner. Voilà, par exemple, ça m'intéresserait de savoir, pour aller plus loin hein, dans la connaissance. Alors, on propose aussi dans Equitra, à cette époque-là, vous voyez, la revue n'est pas encore là, mais par contre, les publications, elles, on les aborde tout de suite. Hein. Alors, on décide de les commencer avec le folklore picard de Molien en bois, de Marie-Louise Héron, voilà, qui est là, 66, qui doit être suivi d'un ouvrage sur la toponymie d'Allonville par René Godefroy et René Debry. Et puis, d'un recueil de Pierre Garnier, intitulé Picardie. Alors, je n'ai pas le recueil de René Godefroy, on ne l'a pas dans la collection. Par contre, Picardie, on l'a. Alors, les autres livres, d'autres livres sont prévus. Il y a un programme de publication qui, dès le départ, est prévu sur 2 ans, qui est assez ambitieux. On devrait trouver, normalement, dans ce programme, un livre sur la musique picarde. Pierre Louchard promet de faire un livre sur les marionnettes picardes. René Vaillant doit éditer une chronique des incendies en Picardie 18e. Paul Roy doit publier sur Rivry à l'époque de la Révolution. René et Jeanne Debry sur les gourmandises picardes, sous un couvert ethnologique. Pas mal de cuisine. Et puis bien sûr publier des lexiques
de René Debris. Il y en avait pas mal à publier. Alors le calendrier couvrait sur 2 ans et prévoyait la publication de 16 titres. Et là c'est intéressant, les publications sont réparties en 2 collections. Une collection qui est celle-là, qui est in octo, format livre, qui sont des livres imprimés. Là on est sur quelque chose qui est imprimé chez un imprimeur. Donc quand on regarde à l'intérieur, vous voyez, c'est fait en typographie, le texte est justifié, il y a une mise en page. Et puis une collection in quarto, qui était normalement destinée à être donnée aux abonnés de la revue, enfin aux adhérents. Quand vous adhériez à Equitra, vous aviez droit à recevoir en l'année les publications in quarto, cette deuxième collection. Et là, quand on ouvre le livre, on voit bien que c'est de la reprographie, c'est pas de l'impression. Et c'est tapé à la machine. Oui, c'était fait avec une Ronéo. Voilà, c'est fait à la Ronéo. Donc ça coûte moins cher, c'est pour Après, ça on a qu'on eu- peut l'offrir. Oh, il y en a une offset. Alors ça c'est le Un début. livre de la géographie à l'école. C'est comme ça aussi. Cadre. C'est 2 collections. Celle-là est donnée aux adhérents, celle-là est vendue. Mais non. Ah, celle-là, il faut Mais l'acheter. non, ce qui est donné aux adhérents, c'est un bulletin trimestriel. Ah non, monsieur Bloquet. Au départ, c'est Oui, marqué. au départ, comme ça. Au départ, c'est prévu comme ça. Mais Je après, ne dis il y pas a que ça un s'est bulletin fait comme ça par la trimestriel. suite, mais au départ, c'était prévu comme ça. On adhérait à l'association Voilà. et on avait droit aux publications in quarto. Voilà. Mais les publications in octo, donc il y a 2 collections différentes, qui sont numérotées différemment d'ailleurs, celles-là doivent être achetées par les adhérents. Par contre, les 2 collections ont à peu près autant de publications. Ça, c'est à peu près équilibré. Voilà, alors, À la suite, il y a un bulletin trimestriel. On a dû acheter les 2 et on a reçu Oui. tous les trimestres le bulletin. oui, je l'ai amené. Voilà, c'est Je l'ai amené, le bulletin trimestriel. ça, c'est ce qu'on donnait tous les trimestres. Alors, de tout ce calendrier, tout ne sera pas publié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui deviendront simplement des articles. On va retrouver, par exemple, Gourmandise Piquant, ça va devenir un article. Ça ne sera pas un livre. Un article dans la revue. Alors, concernant l'adhésion, un tarif réduit était prévu pour les membres abonnés. En dessous de 25 ans, uniquement. Il y avait toujours cette volonté de s'ouvrir aux jeunes. Mais par contre, pour être membre actif, il fallait payer l'impôt, même si on était jeune. Alors, Equitra s'engageait à un bulletin semestriel de liaison, qui serait un compte-rendu des réunions, des événements, des titres, des travaux, des enregistrements. C'est ce qui va devenir la région. Et un comité de lecture est créé, qui rassemble toujours les mêmes, Debris, Garnier, Boquillon, Bouchard, Marie-Louise. Bernard Boquillon est nommé responsable de la revue. Et ça va rester après, par la suite. Le lancement de l'association, on en parle dans le Courrier Picard. Voilà. L'article du Courrier Picard de 66, c'est largement médiatisé. On n'oublie pas Bernard Boquillon est rédacteur du Courrier Picard. Et on lance l'association à l'occasion de la sortie de l'ouvrage de Marie-Louise. On va trouver pas mal d'annonces des prochaines publications. On va trouver tout de suite un autre article qui va parler de Picardie, de Pierre Garnier, celui-là. Il y a une vraie dynamique qui accompagne la création d'Equitra. On a les bonnes personnes qui sont là au bon moment, qui se rencontrent, qui travaillent ensemble. Ça crée un moment vraiment assez enthousiasmant, c'est ce que dit Pierre Garnier. C'est un moment d'enthousiasme, Equitra. On a l'impression qu'on est en train de faire bouger les choses. En 67, c'est la question de la revue qui est à l'ordre du jour. Ça devient urgent maintenant d'avoir une revue. Les ouvrages sont sortis, Marie-Louise Errand, Debris, Garnier arrive, et les réunions commencent à se passer. La prochaine réunion elle a lieu en avril 67. On change de secrétaire, Christian Sarrault est aux abonnés absents, c'est Pierre Durvin qui le remplace. Pierre Durvin, ça vous parle? Oui. Ouais, c'est Pierre Durvin qui devient secrétaire d'Equitra. Un autre élément important, Equitra en 67, début 67, officialise l'adoption du système orthographique de René Debris. Alors, René Debris avait créé un système orthographique phonétique, qui a été rejeté par les Picardisans d'ailleurs, qui a été rejeté notamment par les Picardisans du Pontu et du Vime. C'était une guéguerre entre Debris et Avec des Vasseur. cas. Voilà, un vac avec un K. Ça On trouve dans les ça chartes. passe pas. On trouve dans les
cas de Corvée, de Quevaux-Carayan avec des cas. Tout à fait. C'est vrai, mais il n'y avait pas eu les guerres avec les Allemands avant. C'est pour ça. Et voilà, donc en tout cas, Equitra, d'ailleurs Equitra s'écrit avec un K, Equitra adopte officiellement, donc tous les textes en picard publiés dans Equitra le seront avec l'orthographe de Debré. C'est quelque chose qui revient souvent aussi dans les discussions, aux questions d'orthographe. L'orthographe de Debré est présentée comme scientifique et rationnelle. Donc adaptée à un monde moderne. Ah oui, on est dans un monde de raison, de rationalité et de science. Donc l'orthographe doit suivre la raison et la science. Je crois que c'est assez logique. Après, on peut ne pas aimer, mais on comprend la logique de l'époque, la logique de René Debré. Alors, fin avril, donc on apprend la publication du deuxième volume de la collection Un Quarto. Donc c'est du 21. Aujourd'hui, ça serait du A4. Et on continue de préparer la sortie de la revue. L'association continue ses activités de publication, toujours dans cet esprit d'ouverture et de lien vers l'extérieur. Donc c'est ainsi que, autre événement notable, en juin 67, Equitra publie Albuquerque, qui est un recueil de poèmes en picard turnésien de Géolie Brecht. Albuquerque réécrit dans l'orthographe de Debré. Alors, pour la petite histoire, Albuquerque a été publié une première fois dans l'orthographe de Debré et a été réédité par la suite dans une orthographe plus classique, par l'auteur. Géolie Brecht, que vous avez en photo, était un ami de Pierre Garnier. Géolie Brecht était un poète belge, francophone, qui était connu à l'époque, qui était un poète reconnu et qui, à la fin de sa vie, a écrit en tout cas. Dans La forêt invisible, Pierre Yvard note la renaissance de la culture picarde à partir de Géolie Brecht. C'est pour Pierre Yvard, c'est Géolie Brecht qui marque l'entrée du picard dans la modernité. Parce qu'on n'est plus dans l'évocation d'une réalité locale. On est dans une évocation de sentiments, d'impression. On est dans quelque chose de beaucoup plus furtif, beaucoup plus personnel, et donc en étant plus personnel, plus universel. Là, il y a une rupture, et ça, c'est... Garnier connaît Librecht, et Garnier insiste pour que Librecht soit publié par Equitra. Et là aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel. À Amiens, on publie des textes belges. Et on est bien loin de Loriot qui dit on va faire que du picard en Picardie. On est bien loin de Loriot, là. On est sur une association amiénoise qui publie un poète picard de Belgique à Amiens, pour bien montrer que le picard, c'est pas un enfermement, qu'au contraire, c'est une ouverture. Alors, on apprend aussi à la lecture des comptes rendus de réunion du comité qu'en 67, en juin 67, Bernard Boquillon dit qu'il a assez de matière pour envisager un premier numéro. On apprend aussi qu'en juin 67, il y a 117 adhérents dans l'association. Et que Pierre Garnier a approché des sociétés afin d'obtenir des dons, dont le Courrier Picard, d'ailleurs. Et que le Courrier Picard a répondu positivement. Et c'est bien un des rares qui a répondu positivement. Pierre Garnier fait également compte rendu son déplacement à la maison de Phileas Lebègue, parce qu'il prépare un livre sur Phileas Lebègue, Pierre Garnier, poète injustement oublié. Il déplore l'état de la maison et le fait que l'œuvre de Phileas Lebègue soit tombée dans l'oubli. Tout le comité trouve bon que des étudiants fassent des recherches à Phileas Lebègue. Ça m'a parlé aussi. Alors ça m'a parlé également. Aujourd'hui, on regrette qu'il n'y ait pas d'étudiants qui fassent des recherches sur la langue picarde, sur la littérature picarde. Et aujourd'hui, il n'y a aucun étudiant, à ma connaissance, qui fasse une recherche sur la littérature picarde. Et c'est quelque chose aussi qui n'est pas récent, mais qu'on déplore depuis de nombreuses années. Et effectivement, Garnier, déjà à l'époque, l'avait bien vu. Et Garnier part d'un sentiment d'abandon allant bien au-delà de ce qu'on en a pu écrire au sujet de Phileas Lebègue. Alors aujourd'hui, la maison de Phileas Lebègue est en bon état, elle est reconnue, elle est soutenue, mais ce n'était pas le cas à l'époque, et Garnier a fait partie de ceux qui ont ressorti, qui ont redécouvert Phileas Lebègue. Voilà, c'est la partie du Courrier Picard, je vais passer rapidement. En août 67, Garnier, toujours lui, fait venir à Amiens le poète tchécoslovaque Ondra Lizohorski.
toujours dans cette idée d'ouverture. Alors, Ondra Lizorski, c'est un poète donc, tchécoslovaque, donc tchèque, aujourd'hui il n'y a plus de Tchécoslovaquie, qui écrivait en lachik, qui est une langue minoritaire de Tchécoslovaquie. Alors, je ne sais pas si c'est du côté tchèque ou du côté slovaque, voilà. Mais je crois que c'est du côté tchèque. Donc, il écrivait en lachik, minorité tchèque, et qui était reconnue internationalement pour sa poésie, mais aussi pour sa poésie en lachik, pour bien montrer que le fait d'écrire en langue minoritaire ne nous enferme pas dans un provincialisme, ne nous enferme pas dans le localisme. Ça aussi, c'est la volonté de Garnier de montrer ça, et en faisant venir des auteurs d'assez loin. En plus, on est en 67, il y a encore le rideau de fer, hein. C'est pas... il y a encore les deux blocs, il y a encore la guerre froide en 67. Mais Garnier brise aussi cette frontière. La poésie, la langue, c'est les relations internationales, il n'y a pas de frontières. Et Kitra, c'est aussi créer un monde sans... Le Picard n'a pas de frontières. Les langues n'ont pas de frontières, la poésie, la création n'a pas de frontières. Qu'est-ce que dit aussi Ondra Lizorski? Vous voyez, il dit « La Picardie, c'est un pays qu'on ignore encore trop. » Il parle de pays au sujet de la Picardie. Et le courrier Picard le reprend. Là aussi, on a l'affirmation d'une identité picarde qui s'assume. On n'est plus le sous quelque chose. Donc on n'est plus la vieille province française. Ouais, vous avez des gens comme Michelet qui dit qu'il semblerait que toutes les serres de France soient entassées dans cette province. Alors, là on dit la Picardie est un pays. Et alors il y en a d'autres qui disent aussi que la Picardie est un pays connu en tout. Et celui-là, il a inauguré la maison de la culture. Bon. Alors, moi je dis simplement que on a une... Pour moi, cette phrase montre la prise de conscience d'une identité. Voilà. Quand ce poète tchèque parle de pays, peut-être qu'il ne pèse pas ses mots, mais il dit quand même que voilà, la Picardie, c'est quelque chose qui existe de manière autonome. Et dans Equitra, on trouve ça aussi. On parle de langue picarde, on ne parle pas de dialecte. Hein. On parle bien de langue picarde. Hein. On dit bien d'accord que c'est une langue picarde, la Picardie. Tebry crée un système orthographique qui dote le picard d'un système orthographique qui lui donne une autonomie. Vous voyez, donc, on est quand même toujours dans cette logique. En même temps, on n'est pas coupé des autres. C'est ce que veut dire Garnier. On n'est pas coupé des autres, mais on existe. Vous voyez, on est toujours dans cette relation. Alors, la Picardie tend plus seulement à être la province de ou le dialecte de, mais à s'assumer, à être son héritage aussi. Alors, certainement qu'il faut chercher la raison de tout ça dans le bouillonnement régionaliste de l'époque. Equitra était aussi en relation avec pas mal de revues, notamment en Provence et en Bretagne. Alors, on apprend un peu plus de choses sur la revue. Donc, les questions financières sont à nouveau abordées, il y a des publications qui sont abandonnées, car trop chères. Hein, l'association déplore de ne pas avoir su trouver de mécènes. Néanmoins, on annonce la revue pour la fin de l'année, avec un tirage entre 300 et 500 exemplaires, ce qui nous donne une idée de la diffusion également. On reparle d'un calendrier des publications, hein, dans lequel on va retrouver à peu près tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc le livre sur les marionnettes, celui sur la musique picarde. Et on arrive en 68. On arrive en 68 et la revue n'a toujours pas vu le jour. La revue n'a toujours pas vu le jour en 68, donc la revue va voir le jour en avril 68. L'association a 154 membres, et on apprend que si la revue n'a pas vu le jour, c'est parce qu'on a des difficultés matérielles et qu'on n'a pas l'argent pour la publier. On réaffirme l'adoption du système de briques, encore une fois l'Assemblée générale, puis en fin mars 68, le premier numéro de la revue voit le jour. Donc c'est une revue brochée. Alors j'ai pas le premier numéro ici, mais j'ai le numéro 2, de toute façon ils sont faits pareil. Voilà, c'est une revue qui est brochée, donc qui est agrafée, qui a ce format-là, un format 16 par 23 cm et qui comporte 52 pages. Alors je vais vous montrer la revue, voilà, c'est le premier numéro de la revue. Guy Ditto et Bernard Boquillon qui annoncent la couleur au service de la Picardie. Et il affirme « Sauvegarder et promouvoir toutes les formes d'expression et de la personnalité picarde, telle est essentiellement la mission que nous nous sommes donnée en fondant Equitra. »
Il affirme aussi, il exprime le souhait que la revue devienne un lien pour tous ceux qui tiennent pour importante la contribution des particularismes provinciaux à l'édification d'un monde rénové, où l'harmonie procédera à la diversité et de la confrontation, non de l'uniformité et de la standardisation. Et enfin, il achève en disant que c'est une première livraison expérimentale et que les lecteurs et les adhérents d'Equitra sont bienvenus pour faire des remarques et proposer des modifications. Alors ensuite, on va trouver des articles sur la langue, les noms de la barade dans les palais de la Minois de René Debris, un poème de Pierre Garnier, une présentation d'Albuquerque, de Géolie Brecht, des articles sur l'histoire, sur l'archéologie, les gourmandises picardes de Jeanne et René Debris. Pierre Garnier aborde également un sculpteur picard, rigolo, Jean-Pierre Pernaut, sculpteur picard, voilà. Mais Pernaut est noté. Puis, toujours lui consacre un article à une revue régionaliste, l'Astralo Provençalo, qu'il considère comme un modèle pour Equitra, car se proposant de s'opposer au règne de la quantité et à tout ce qui uniformise. C'est récurrent, hein, s'opposer à l'uniformisation. On rend hommage aux disparus, René Normand, André Siné, qui est l'imprimeur du Bonhomme Picard, qui d'ailleurs a édité beaucoup de livres de Debris. Et puis Maurice Drancourt, qui était témoin lors des enquêtes de Debris pour le Vermandois. Il y a également, dans le premier numéro, toute une partie bibliothèque picarde. On fait le recensement de tout ce qui se publie en picard. Et puis il y a des publicités. Alors les publicités, c'est pour Martel. Un magasin qui s'appelait Le Puy de Manon. On vendait des tissus. Et puis Turgot, papetier libraire à Amiens. 3 publicités dans Equitra. Alors par contre, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que si la revue parle beaucoup du picard, elle parle peu en picard. On n'y trouve qu'un tout petit texte en picard, qui est un texte que Debris donne de son témoin décédé, Maurice Drancourt, un locuteur du Vermandois. Il y a un tout petit extrait d'un de ses poèmes. Après, on trouve du picard, mais sous la forme de mots et d'expressions, dans des articles sur le picard, mais qui sont écrits en français. Et c'est pas une revue où on publie la littérature picard. Pas au début. Après, il y en a eu, la littérature picard, mais pas à ce moment-là. Alors en 68, on a le deuxième numéro, donc en 68, on a le numéro 67 et 68. L'achevé d'imprimer nous apprend qu'il a été réalisé en octobre. Le format est le même, mais cette fois-ci on a plus de pages. Par contre, l'imprimeur n'est plus le même. Le premier, je ne sais plus si je vous ai dit où il avait été imprimé. Il avait été imprimé à Amiens, là, chez Turgot. Celui-là est imprimé à Saint-Valery-sur-Somme et il a des illustrations. Alors vous voyez, c'est le même format, hein, on va trouver sur la même chose, mais il est mieux mis en page, il y a plus de pages, il y a un peu de couleur. L'histoire est en couleur, et on a surtout beaucoup plus d'illustrations dedans. C'est certainement imprimé en offset. Je pense que la méthode technique n'est pas la même. Alors, Bernard Boquillon signe un nouvel édito. Il évoque les 2 ans d'existence de l'association. Il dit aussi que c'est une association qui a su rassembler autour d'elle. Il y a 9 articles sur la langue, les littératures, l'histoire, l'archéologie, l'ethnologie, les arts, et puis un nouveau thème, le tourisme. L'article sur le tourisme, c'est Bernard Boquillon qui le fait, et quelque part ça remplace sa publication, je pense, ce qui n'a pas vu le jour. Les auteurs, ce sont les membres de l'association. La revue est essentiellement rédigée par les membres de l'association à ce moment-là. Par contre, on trouve dans cette revue numéro 2 un article qui sort vraiment du lot, et qui a été publié ensuite à part. C'est celui de Pierre Garnier qui est intitulé Régionalisme. Alors, Régionalisme, c'est une chronique qui est donc en 68, c'est le premier d'une série de 11 textes qui s'étend de 68 à 79, dans lequel Pierre Garnier pense le devenir du Picard, sans complaisance. Alors, il y pense le devenir du Picard dans un monde moderne, technique. Il rejette le folklorisme. À un moment, il dit que si Picard tombe dans le folklorisme, il vaut mieux qu'il meure. Comme s'il était conscient du danger de la folklorisation, du danger de ne pas être capable de s'adapter au monde moderne. On le veuille ou pas, le monde est moderne, on est obligé de s'y adapter. Voilà, c'est ce que dit Garnier. Il aborde aussi la question de la supranationalité en relation avec la régionalité. Comment est-ce qu'on peut être régionaliste, attaché à sa région, et être internationaliste? C'est un des thèmes chers à Pierre Garnier. Je suis ancré, et à travers mon ancrage local, je touche à l'universalité. Ça revient toujours chez Pierre Garnier. Il évoque Géolie Brecht, et ces textes sont vraiment remarquables.
Parce qu'il se propose de faire du Picard et de la Picardie une langue et une région comme les autres. Comme les autres. On n'est plus la soupe quelque chose. On n'est plus uniquement la région qui est la moins riche, la moins ceci, la moins cela. On est une région comme les autres. Et on est fier d'être de cette région. C'est ce que dit Garnier. Mais ce n'est pas parce qu'on est fier qu'on va se sentir supérieur aux autres non plus. Alors, on ne connaît pas la portée de ces textes. Je ne sais pas qui les a lus, ces textes, à cette époque-là. Est-ce qu'ils ont marqué? Mais ils sont d'une modernité extraordinaire. Alors, la revue Equitra, ce n'est pas que ça. C'est beaucoup d'articles de René Debris. C'est beaucoup d'articles sur l'archéologie. C'est beaucoup d'articles de recherche qui sont publiés. C'est essentiellement ça qu'on va trouver. Alors, les numéros s'enchaînent, un par an. Un par an. Un numéro par an. Et ça va continuer comme ça, jusqu'en 2009, un numéro par an. Le catalogue des publications s'enrichit. Hein, c'est 2 collections que je vous ai montrées, in octo, in quarto. En 69, on a 9 volumes, in octo, 5 in quarto. Et puis on les annonce dans la revue, puis petit à petit on les annonce plus parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut plus les mettre dans la revue, donc ça devient un tiret à part. Donc la revue est imprimée à Saint-Valery jusqu'en 70, et puis après on va aller travailler avec l'imprimerie Ciné à Grandvillers. Le père était mort, mais le fils avait repris l'imprimerie. On va travailler avec lui, parce que de toute façon René Debris travaillait avec eux. Et jusqu'en 86, le format ne change pas. Vous voyez, on est toujours sur le même format. Je vais passer celui-là. Ce qui change parfois, c'est la couleur de couverture. Selon les imprimeurs, selon les années, la couverture n'avait pas toujours la même couleur. Je ne sais pas pourquoi. Elle est souvent, enfin, cette couleur verte a quand même été souvent verte. Souvent verte, mais il n'y a pas eu que des couleurs vertes. Ça a été vert pâle, et celle-là, elle est... elle n'est pas vraiment verte, celle-là. C'est quelle année, ça? 79. Vous voyez, alors, ça tenait peut-être à... Ou alors l'imprimeur avait du papier. Voilà, vous faisait une promotion peut-être sur le papier, je ne sais pas, hein, mais j'imagine quelque chose de cet ordre-là. Hein. Voilà. Alors, la revue est imprimée donc jusqu'en 70, ça va, je voulais dire. Donc, le format ne change pas avant 86. Le nombre de pages, on est toujours entre 48 et 68. 48 ayant été le minimum, 68 le maximum. La revue, souvent, comporte 52-56 pages. J'arrive aux archives en 69 et je publie en 72 une histoire, La pêche au bialet. À ce coup, ça revient. Alors, Bernard Boquillon assure l'édito jusqu'à son décès en 81. Il y a une constance dans l'édito. Les éditos de Bernard Boquillon sont souvent assez mordants, revendicatifs, voire vindicatifs. Assez en contraste avec d'ailleurs le reste de la revue, qui est plutôt revue savante. Boquillon écrit un discours politique. Ah oui, ça c'est clair. Alors, des textes Picard apparaissent. Au début, il n'y en avait pas, petit à petit, ça apparaît. Hein. C'est souvent René Debris qui les choisit. Puis il est mis dans son orthographe aussi. Des jeunes intègrent le comité actif d'Equitra, Philippe Pochet, qui intègre Equitra, qui est jeune à l'époque. Il deviendra président un jour. Et il va venir pour président. Ensuite, un autre nom que j'ai vu, Jean-René Langelier, qui est présenté comme étant le délégué étudiant d'Equitra. À partir de 1976, l'association publie un bulletin trimestriel, qui est là, voilà, ce petit bulletin, qui vient compléter la revue et les autres publications. Alors donc on a une association qui travaille beaucoup. Une association qui publie une revue annuelle, un bulletin trimestriel et qui a 2 collections qui sont alimentées régulièrement. Ça fait une grosse masse d'écrits, une grosse masse de publications. Donc qui travaille une association qui publie. Alors la revue, en plus de ces articles et de la bibliothèque Picard, rend compte de la vie de l'association et des événements qu'elle crée. Alors un événement important a été le colloque des lettres picardes qui s'est tenu à Amiens le 1er octobre 72. Alors ce colloque mériterait lui seul certainement qu'on y consacre un article, donc je ne vais pas... il est déjà 7h moins 5, donc je vais aller rapidement dessus. Mais ça a été un événement majeur ce colloque. C'est un colloque qui a été voulu par Pierre Garnier, qui en fut un des instigateurs, pour marquer l'entrée du Picard dans le domaine de la langue et laisser derrière lui la dimension dialectale. Et Garnier, le dialecte, c'est le passé. On est dans la langue picarde et dans une langue littéraire,
le colloque était centré sur trois thèmes. Un, les possibilités d'extension de la littérature picarde et son élévation au niveau de notre civilisation. Deuxièmement, les possibilités d'unifier la langue et l'orthographe du picard. Oui, en 72. C'est à l'ordre du jour du colloque. Unifier la langue et l'orthographe du picard. On n'oserait plus faire ça aujourd'hui. Troisièmement, des problèmes de traduction. La modernité des questions posées en 72 par Garnier. Alors une bonne partie du numéro 7 d'Eclitra est consacrée à cet événement. Alors, le colloque s'est tenu à l'IUT d'Amiens, et ce que dit Garnier, c'est que le nombre de participants avait largement dépassé les prévisions des organisateurs. Bon, ils avaient prévu une vingtaine de personnes, il y a dû y avoir au moins 100 personnes. Et des gens qui sont venus de tout le domaine picard. Des gens qui sont venus du Nord, du Boulonnais, de Belgique, de l'Oise, des personnes qui ne connaissaient pas que les comment... À cette époque-là, on a parlé de beaucoup de choses. Je vous dis, il faudrait consacrer un article. On a abordé, sans complexe, beaucoup de questions lors de ce colloque. Alors, je pense que Eclitra, dans sa démarche, a stimulé et a répondu, peut-être sans le savoir, à une attente qui était grandissante à ce moment-là. Ça a été les premiers à répondre à cette attente. Mais il y avait un intérêt pour le Picard qui grandissait dans ces années 70 et qui a fini par, qui s'est concrétisé par l'apparition d'autres associations. Schlancheron commence en 79, premier numéro en 80. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était la fédération Ch'tiki-Past, André Lévesque, qui a tenu des universités populaires picardes en 79 et 80. Et il y a eu tout un mouvement qui est né. Il a été membre d'Eclitra, André Lévesque. Oui. Je n'ai pas vu son nom apparaître, mais je sais qu'il a été membre d'Eclitra. André Lévesque était un jeune de l'époque. Ça s'est mal passé. Je sais aussi. Donc André Lévesque a intégré Eclitra. Et André Lévesque venait de Valenciennes. Il est devenu vice-président d'Eclitra. Et après, il a créé lui-même sa propre association. Et Eclitra était un moment, ce colloque, qui a permis de rassembler les gens. Et les gens se rassemblent, les gens se rencontrent, et de là naît d'autres choses. Alors le numéro 10 d'Eclitra a fêté les 10 ans de l'association. Dans ce numéro 10, on y trouve, dans la logique du colloque, un essai de traduction du Petit Prince par René Debray. Le numéro 13 de 79 propose un article de Pierre Ivard, dit Ivard Vavard. Ça pourrait passer anecdotique, être anecdotique, mais j'y vois une preuve d'ouverture d'esprit du comité de la revue. Qui connaît les écrits d'Ivard Vavard, c'est que ce ne sont pas des écrits traditionnels du tout. À l'époque, Ivard Vavard avait même un picard qu'il qualifiait même de provocateur, dans lequel il intégrait des mots d'allemand, pour provoquer. Alors, ça montre l'ouverture d'esprit du comité rédactionnel d'Eclitra, d'accepter des jeunes poètes qui n'étaient vraiment pas dans la tradition. Et, encore une fois, je n'ai pas connu René Debray, mais René Debray m'a toujours semblé être quelqu'un plutôt de conservateur. Voilà, il me semble que ce n'est pas un secret. Traditionnel. Voilà, un peu traditionnel. Mais quelqu'un qui a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit en ouvrant sa porte à des jeunes comme Pierre Ivard à l'époque. Et si Pierre Ivard est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, un grand poète picard, c'est peut-être aussi c'est certainement grâce à Garnier, mais certainement aussi grâce à l'ouverture d'esprit de René Debray. Donc les années 80 vont marquer un tournant important dans l'évolution de la revue. Deux de ses fondateurs ont disparu. Donc Bernard Boquillon, décédé en 81, brusquement. Et puis Pierre Garnier qui s'est détaché petit à petit de la revue. Son dernier article date de 79. Et puis après, le poète est passé à autre chose, à d'autres projets. Puis il faut dire aussi que l'association était peut-être entrée dans une phase plus patrimoniale, moins active au niveau des manifestations. Puis peut-être que d'autres associations avaient pris le relais. Il n'y avait plus que Eclitra, il y en avait d'autres. Une association comme Eclitra, à un moment il y a eu près de 400 membres. C'était une dizaine qui se dévouaient pour faire marcher les publications. Voilà, les publications. Et quand on demandait la bonne volonté des gens, on était payé d'indifférence en retour. Personne ne venait. On faisait une assemblée générale, il y avait 20 personnes. Alors voilà, à un moment, ça s'est essoufflé. Oui, puis alors... Ça s'est essoufflé, mais je pense vraiment que, aussi à un certain moment, d'autres associations ont pris le relais. Voilà, le dynamisme, il est parti ailleurs.
Des gens comme Bernard Hirault, comme M. Hirault, ils sont véritablement méritants. Et ils ont traîné jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus. Alors, on a René Debris qui se retrouve à un moment seul aux commandes, avec un groupe de personnes autour de lui, mais beaucoup de choses reposent sur lui. René Debris, en plus, est également impliqué dans l'université, dans la vie du centre d'études Picard, qui expliquera. Alors, en 80, ça je vais vous montrer, en 86, la revue change de format. Ça aussi, ça change. Alors, on n'est plus dans cette petite revue qui avait une identité, qu'on reconnaissait au premier coup d'œil. Ça devient autre chose, Equitra. Pour des raisons économiques, René Debris l'explique, parce que ça coûte trop cher de faire ça. Ça coûte trop cher, c'est plus économique de faire du format A4, de faire un format plus grand. Voilà, c'est ça, ça devient ça. Voyez. Et à chaque fois... C'est moins beau, et c'est moins beau. Objectivement, il faut le dire, cette revue-là, elle est plus grande, mais elle est moins... À chaque fois, l'illustration... moins importante que l'autre. Voilà. Elle marque moins, elle a moins d'identité que l'autre. Elle est plus une revue, un bulletin associatif comme un autre. Oui. À chaque fois, l'illustration à la demande de René Debris, c'était l'ouvrage d'un membre de l'association. Alors, René Debris décède en 89. C'est Philippe Pochet qui devient directeur de publication et qui prend en main la vie de l'association qui se réduit plus qu'à ses éditions. Voilà, il n'y a plus que de l'édition. Alors, il y a une tentative de renouveau qui a eu lieu au début des années 2000 avec Marie-Laure de Rivry, qui a été l'éphémère présidente d'Equitra. Oui, mais parce que, comme d'autres, on l'a poussé dehors. Alors, c'est sous sa houlette qu'on publie une table des travaux d'Equitra, de 93 à 2000, mais voilà, ça n'aboutit pas au renouveau qu'elle espérait. Il y a un nouveau prix Édouard David qui est attribué en 2004, mais la revue n'en parle même pas. Ça m'a marqué. Vous voyez, il y a eu ce colloque en 72, la revue a parlé du colloque. En 2004, il y a un prix Édouard David qui est attribué, mais la revue n'en parle plus. Comme s'il y avait une déconnexion de la vie associative. La connexion, c'était René Debris. Voilà. Il manquait la tête pensante, c'est lui qui faisait marquer les choses. Voilà. Il manquait un sur les ailes du moulin pour que ça tourne. Exactement. Et là, ça se voit clairement. La revue n'est plus qu'une série d'articles de membres qui se font publier. C'est très bien, mais elle ne rend plus compte d'une vie culturelle où on devrait parler de l'actualité. On ne parle plus d'actualité. Alors, le dernier numéro date de 2009. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis. Si c'est celui-là, je crois pas. C'est celui-là, voilà. C'est le dernier numéro qui est de 2009. Et puis l'aventure en reste là. On n'a pas d'explication plus que ça. Non. Et on est toujours dans l'attente d'une éventuelle résurrection des Oui, alors toute la bibliothèque est rue des Nouvelles, on ne sait même pas ce qu'elle est devenue. Il y a là-bas un important, j'avais eu de la part de M. de Solan, le directeur des archives, l'autorisation des entreposés, parce que ça a été créé aux archives, mais après ça a émigré partout. À partir du moment où les archives ont été regautier de Romilly, et ben ça a émigré partout. Et c'était la bibliothèque, elle était rue des Nouvelles. Et ce serait peut-être intéressant si ça existe encore, si ça n'a pas été balancé à la poubelle, parce que c'était des ouvrages tout neufs. Et puis ben, M. de Solan vient de s'en aller, et puis ben, moi j'ai pas de nouvelles, et puis je deviens vieux. Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, ça remonte à il y a 50 ans, le début. Ah bah ouais, non, c'est... Donc on est effectivement dans une association qui a une durée de vie qui est quand même relativement longue. Oui, enfin, ça a eu le mérite d'exister. Et ça a eu le mérite d'exister, et ça a apporté énormément en termes de modernité à la langue picarde. Et je pense que aujourd'hui, beaucoup d'associations, beaucoup d'entre nous qui nous intéressons au picard, nous devons beaucoup au travail d'Equitra. Sans en saisir vraiment, justement, sans saisir vraiment la dette qu'on a vers Equitra. Et je pense que Equitra était dans une prise de conscience de l'autonomie du picard en tant que langue, était un moment majeur. Mais pour tout ce qui a été publié, c'est comme ça. Je prends mon cas, là, pour ma toponymie de 380 pages, j'ai mis une année de dépouillement avec la bénédiction de Jean Estienne. Et puis, parce que ça a demandé 10 ans, je ne voulais pas le faire. Et un jour, en pleine association, en pleine réunion d'association, quand il a dit apparaître, j'ai dit, vous êtes culotté, il n'y a pas une ligne d'écrit. Ah bah oui, il dit, je vous connais, si je ne fais pas ça, vous ne le ferez pas. J'ai dit, au moins, ça ne peut pas être moins que votre thèse. Alors voilà, pourquoi il a cette épaisseur-là. Mais ça mérite d'exister.
des lieux-dits et tout ça, et des chemins, et leur histoire. C'est parce que Dieu se moquait. C'est ça. Ce travail n'est pas perdu, il nous apprend beaucoup, on l'utilise encore aujourd'hui. Ça apporte aux autres. Mais quelque part, Equitra est devenu un moment société savante. Oui, tout à fait. Voilà, alors qu'au départ, c'était l'association de militants. Voilà. J'en ai terminé. C'était le souffle de René de Vries. On va aller boire un coup, monsieur Coquet. Présentation au début, mais là je voulais te remercier. Je connaissais toutes tes qualités de directeur, de porteur de projet, d'innovation, mais là tu m'as épaté. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que tu as fait un travail de recherche, tu nous as transmis ta passion et je te remercie du fond du cœur. Oui, heureusement. Je ne suis pas encore allé là où je voulais aller. Je ne suis pas encore allé là où je voulais aller. Je pense qu'il y a encore on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces sociétés savantes, sur les personnages qui y ont travaillé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, et c'est bien regrettable qu'on n'ait pas enregistré certaines personnes. C'est bien regrettable qu'on n'apprenne pas un petit peu la langue picard aux petits qui sont très réceptifs. Et les seuls mots picards, ils entendent, c'est dans ce théâtre. Quand on leur dit qu'un fainéant c'est un charfali, ils retiennent. Moi, j'ai jamais constaté. Mais ce que vous dites là, c'est une idée que les anciens n'auraient jamais osé avancer. Nous, on l'apprenait systématiquement par les parents. Oui, par la famille. Mais le dire qu'on va l'apprendre à l'école, vous voyez, s'il n'y avait pas eu Pierre Garnier, peut-être qu'aujourd'hui vous n'oseriez pas dire ça. Parce que là, Pierre Garnier fait partie de ces gens qui ont émancipé les esprits. Parce que le Picard à l'école, c'était pas possible. Je l'ai dit tout à l'heure, à l'école, on foutait des coups de baguette parce qu'on parlait un petit mot. Qu'est-ce qu'on entend Picard? Vous voyez, c'était pas possible. Comment on aurait pu imaginer le Picard à l'école, alors qu'on interdisait aux enfants même de le parler dans la cour? Ah, mais ce qu'il y a, c'est qu'on apprend le breton à l'école en primaire. Les Bretons sont plus déculpabilisés par rapport à leur région. Ouais, bien sûr. Mais vous voyez, mais ce que vous dites là, c'est assez récent. L'Occitan. Voilà. On va aller boire le petit coup. Hein. On va dissoler, Voilà. Bon. Ouais, du vin, j'ai des vin Des piquettes. C'est un breuvage inventé. Eh oui. Pour satisfaire ses patronymes. Bon, statut du François de Monsieur Bloquet, je le garde la toponymie pour moyenne. Ah non, non, c'est la mienne. C'est la vôtre. Ah ouais, non, non, il y a des ragoûts là-dedans. Non, c'est ça, celle qui s'appelle Le ouette. C'est pas c'est le web, c'est la boîte. La boîte. Non, mais c'est un oh oui, les statues et tout. Passez à la La chose. dernière fois, France 2 fait la promotion. Alors, on en a. C'est pas tout. cette préservation du lieutenant. J'ai pas tout. Nous en manque. Récupérer ça, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Moi, j'y suis allée. Des grands J'y suis allée quand on allait manger. Tout ça, c'est des gros morceaux. Mais Il y a, je sais pas moi, il y a 2-3 mètres. 37 personnes qui se connaissaient pas. J'ai eu l'accord de monsieur de Solan pour les mettre dans vos archives. Et puis bon, de Solan il est parti. Déjà, je voudrais savoir maintenant qui en a la charge. Parce que le directeur d'archives, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je veux bien aller voir les archives, mais s'ils nous disent Seulement les pour les archives, rendez-vous. c'est une chose, ça, les archives, je m'en charge. Mais savoir là-bas qui détient ça, parce qu'on avait un bureau. Le bureau, il n'était pas Pas dans le peuple. Non, il était Maintenant, pas parce qu'elle a aussi des émissions. à l'étage. C'est rue Charman ou rue Delguer, c'est la même rue quoi. Ça fait 2 fois que je fais 3. Tu fais 3. Parce que. Vous avez tout bien récupéré. Oui, mais une d'archives. Il y a pour vous voulez. C'est lui qui présentait la marmite, c'était la carbonade, non?
C'est vrai, qu'est-ce qu'on a après, il y a le Et problème après, de stock. je pense que Aux archives, dans des petites pièces, il y avait Ils ont bien d'agrandir leurs archives. Non, oui, non. Il faut attendre que ça sèche. Non, je parle pas de ça. La directrice par intérim, elle va se le faire. Ah oui, mais ça sèche. Oui, Non, c'était tous les deux, ils parlaient de ça. Celle-ci, alors, je sais même pas ce qu'elle va dire. Elle est par intérim. Bon. il a eu 55 ans Je sais avant-hier. pas s'il y va quand, vous voulez mettre quelqu'un. Bon, vous êtes Il a bon, manqué quoi. les Ouais, vous allez voir un monsieur, je vais récupérer la caméra. On va par en haut, par en bas. Par en bas, ok, par en bas. Par en bas. Par en Ce sera bas. plus facile. Allô, par en bas. Je sais pas, hein.